Well, good morning, good afternoon, or good evening, depending on where you're calling from. My name is Bonjour, bonsoir, je m'appelle Eric Ruiz, je suis donc conseiller, je représente QEC et donc bienvenue à tous. Nous allons parler de l'approche de communication, de la collaboration humanitaire, développement, paix, cohérence. Donc avant de commencer, nous voulons vous dire que la session sera donc enregistrée et nous avons une interprétation française. Donc, s'il vous plaît, choisissez votre langue. Vous voyez en bas de l'écran Zoom, vous pouvez choisir anglais ou français. Vous pouvez donc mettre en sourdine l'audio original ou vous pouvez écouter l'audio original si vous n'écoutez pas les différentes langues. Donc, en tant que rappel, je voudrais vous dire, nous allons commencer sur Zoom. Donc, nous parlons de coordination, communication, cohérence. Donc, pour aujourd'hui et pour demain, la session, donc il y aura un dialogue entre l'hôte et les personnes interviewées. Et donc, nous allons avoir donc des conversations avant d'ouvrir la conversation à l'audience et vous pouvez partager vos expériences. Donc, nous voulons aussi avoir des commentaires tout au long de la session dans le chat. Avec tout ceci étant dit, je voudrais vous présenter George Tessie, donc ce sera votre modérateur pour les discussions d'aujourd'hui. Il est basé en Irak et il est donc le directeur de Construire le futur de la paix. Donc, c'est une collaboration multisectorielle entre les ONG et les organisations locales. Donc, je laisse la parole à Georgia. Merci Eric, c'est un véritable plaisir d'être ici aujourd'hui et de vous parler de ce merveilleux projet. Donc Eric dirige maintenant, il dirige les activités en Orac, les coordinations, la communication. C'est vraiment un grand problème que nous devons résoudre. Comment est-ce que nous communiquons, nous résolvons les problèmes avec tous les acteurs de la région, donc pour pouvoir construire la paix, le développement et l'humanitaire. Et donc, nous espérons que lorsque nous allons parler à nos collègues aujourd'hui du panel, nous allons pouvoir examiner les différents secteurs d'activité. Je voudrais vous présenter notre panel. Nous avons vous avez de l'USAID et les coordinateurs de l'Éthiopie en Éthiopie et donc il dirige le groupe de secours d'urgence en Éthiopie. Donc, les coordinateurs en cas de désastre et de catastrophe. Donc, nous allons avoir Daniel Savini. Il travaille dans la République du Congo. Donc, il est aussi, son principal point, il est donc le directeur national du Forum des ONG. Et donc, il compte 30 membres. Il donne un appui les uns les autres. Et donc, nous avons Gwen Luc qui travaille dans le groupe de secours pour la crise alimentaire, contre la crise alimentaire. Et donc, elle travaille dans différents projets de partenariat. Ce projet, donc, il y a une grande contribution des synergies entre les actions opérationnalisées et qui correspondent au processus de sécurité alimentaire. Donc, Nathaniel Engman, je suis très contente de vous avoir ici. Avant de commencer nos questions, je pense que nous avons eu un peu de discussion. Où est-ce que nous voulons que les conversations nous mènent aujourd'hui? Nous savons que nous voulons suivre les conversations et nous espérons que l'audience puisse participer à la fin des discussions du panel. Nous aimons avoir vos idées et vos pensées. Quels sont les défis que vous souhaitez discuter et relever? Nous allons maintenant commencer pour pouvoir contextualiser chacun des panels. Donc, ils traitent de la cohérence, quels sont leurs secteurs d'activité. Donc, si vous pouvez nous parler un peu de votre travail, des défis que vous devez relever spécifiquement et comment est-ce que nous pouvons faire notre programme HDP, humanitaire, développement, paix. Bonjour à tous, où que vous soyez, c'est Fenok Yin. Donc, je travaille actuellement en Éthiopie, à Addis Ababa.
Donc, je vais vous donner un peu de contexte sur notre mission ici en Éthiopie. C'est la plus grande mission des États-Unis en UFI. Il y a 1,5 milliard de dollars qui ont été attribués comme investissement à l'année. Nous travaillons avec différents groupes partenaires, les institutions gouvernementales, les donateurs, afin qu'ils puissent répondre aux besoins actuels de développement, ainsi que la crise humanitaire récurrente qui se passe très souvent dans cette partie du monde. Et nous essayons de construire une biorésilience. Donc, chaque année que nous investissons, on investit plus de 5 millions de dollars, surtout pour le développement de la réponse humanitaire. Lorsque nous répondons à ces besoins, nous comprenons que le contexte est très fragile et nous anticipons, par exemple, qu'il puisse y avoir un choc de développement au fil des années. Et donc, il faut avoir une stratégie coordonnée dans le processus de prise de décision. C'est absolument crucial pour pouvoir atténuer les répercussions négatives des chocs actuels. Un bon exemple de ce qui s'est passé à la fin de 2020. Donc, jusqu'à 2020, l'Éthiopie, c'était un des cas de développement de USAID, bien qu'il y avait des besoins humanitaires qui surgissent chaque année, mais le besoin de développement, c'était vraiment très significatif. Mais en 2020, nous avons dû faire face donc, nous avons eu vraiment quelque chose. Nous avons eu un problème dans le nord de l'Éthiopie. Et donc, nous avons eu vraiment le niveau de sécurité. Il y a eu un besoin de paix dans le pays. Et donc, ceci était en train de menacer notre mission parce qu'il fallait répondre aux besoins d'urgence. Donc, ceci a fait dérailler un peu notre mission. Ça a été un défi pour nous. Les différentes ressources gouvernementales sont donc conçues d'une certaine façon et pouvoir effectuer ce changement de cap, c'était vraiment problématique et nous avons eu besoin d'une très grande souplesse de la part de USAID en tant que donateur pour pouvoir changer de cap pour ces ressources. Et c'était vraiment un défi à relever pour pouvoir opérer dans ce contexte que le USAID a fait. Il a utilisé ses conseillers stratégiques, qu'on appelle SAGE, S-A-G-E, et donc pouvoir effectuer ce glissement. Et donc, le numéro un, ça a été de réduire les effets du choc sur le mode de vie des gens et donc leur vie quotidienne. Il faut que nous puissions aider les communautés. Numéro deux, il fallait que nous puissions assurer que les investissements du gouvernement américain et donc que le développement de l'Éthiopie, lorsque devait faire face à ce type de crise humanitaire et cette situation de conflit. Et donc cette plateforme de SAGE, S-A-G-E, a fait la différence qu'elle fait en cas de crise, de conflit dans ce programme de développement comme l'autre. Cette plateforme a appuyé des situations de conflit, de crise, et donc elle nous apporte différents aspects techniques dans la mission. Tous se sont réunis ensemble. Ils ont parlé des situations de conflit, de la situation humanitaire. Quels étaient les défis auxquels nous devions faire face, en particulier la cohésion sociale. Et donc, ceci a permis de réunir tous les acteurs pour qu'ils puissent se réunir tous ensemble et comprendre et avoir une analyse commune et avoir des buts partagés donc, sur ces processus. Ce qui vraiment il est très important, la coopération technique a créé un forum qui permet de discuter les crises et les conflits et nous aide à être très sensibles, très sensibilisés aux situations de conflit au cours de notre mission, comme c'est le cas en Éthiopie. Une autre chose qui nous a aidés, c'était un peu le calendrier à faire. Donc c'était quelle était l'approvisionnement le plus rapide que nous puissions faire. Ce n'était pas facile, mais cette plateforme nous a aidé à analyser très rapidement l'événement, les données disponibles et toutes les informations à notre disposition, faire changer de cap les ressources. Et donc, nous avons eu ce conflit sans précédent, cette crise qui a suivi. Et donc, notre bureau technique de l'USAID a collaboré, s'est adapté à ce genre de contexte. Et donc, je ne dis pas que nous sommes parfaitement coordonnés ou que nous collaborons de façon parfaite, mais ça nous a permis de collaborer, de coordonner et de communiquer mieux.
Et donc, je crois qu'au bout du compte, la mission au sein de ce groupe nous a aidés dans notre processus de prise de décision et et donc ça nous a permis, lorsque l'on va par exemple sur le terrain, ça a été beaucoup plus facile de pouvoir agir avec efficacité sur le terrain. Merci beaucoup. Donc, je crois que nous parlons de cet environnement très dynamique et de cette expérience très riche dont tu nous as parlé. Merci, Gwen. Donc, si pendant quelques minutes, est-ce que tu peux nous parler de ton travail et des défis que tu as relevés et aux problèmes auxquels tu as à répondre? Merci, Georgia. Donc, la crise alimentaire et donc notre réseau global est dirigé par l'Union européenne et le Programme alimentaire mondial. Donc, nous donne un appui pour les groupes de sécurité alimentaire dans 25 pays, le Nigeria, le Mali, le Soudan du Sud, donc de façon à ce que nous puissions avoir un système de coopération pour avoir une plateforme de construction de la paix. Et donc, la plupart des activités, c'était donc 5 étapes. La première, c'était la situation conjointe et comment nous pouvons nous assurer que nous pouvons considérer quels étaient les principaux moteurs de recherche, quelles étaient les discussions pour les situations de paix et de développement de la sécurité alimentaire. Il faut que nous ayons une cartographie internationale, mondiale, de façon à ce que les acteurs puissent savoir dans quel domaine particulier, qui est là, qui fait quoi. Donc, le groupe a trois. Donc, nous avons différents systèmes et donc nous devons coordonner. Il faut que nous puissions appuyer la programmation, la deuxième, et l'alignement, de façon à ce que nous puissions avoir une transition réussie pour un mode de vie soutenable pour les communautés. Il faut ensuite que nous puissions combler les lacunes pour le système d'enseignement et de surveillance. Il faut que nous assurions que nous ayons un pont entre tous les systèmes de surveillance et de suivi pour que nous puissions ensuite pouvoir générer des connaissances entre nos partenaires pour qu'ils puissent parler non de façon cloisonnée, mais qu'ils commencent, quels sont les systèmes, les moteurs de recherche entre nous tous. Merci. Merci Gwen, c'était très intéressant de voir quels étaient l'aspect séquentiel organisé, l'approche spécifique pour l'inclusion. Je suis très intéressée par ton aspect de cartographie et des discussions qui peuvent s'en suivre. Quels sont les domaines d'amélioration que nous puissions avoir donc à travers toutes les activités les humanitaires, développement et paix. Et donc, tout ce que tu as pu apprendre au cours de ces expériences, c'est une chose d'avoir 3W. Et une autre chose, c'est de pouvoir en savoir plus sur les systèmes d'enseignement de ta part. Merci. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Nathaniel avec la même question. Merci, Georgia. C'est vraiment en ligne avec mes deux collègues qui sont là autour de la table virtuelle. Je crois que nous sommes tous ici parce que nous avons cette idée, cet objectif que nous voulons obtenir, comment est-ce que nous pouvons répondre à la situation des besoins humanitaires, comment est-ce que nous pouvons changer notre façon de travailler, comment travailler plus étroitement les uns avec les autres, non pas seulement sur le pilier humanitaire, mais tous les piliers, c'est très important. Aujourd'hui, je vais parler parce que, comme mon chapeau, si je peux dire, le prochain point focal, c'est c'est le chef de la mission de l'ACNA. Ici, par exemple, à la République démocratique du Congo, nous avons été choisis pour être un pays pilote pour cette approche et donc nous avons participé depuis lors. Donc, pour faire un résumé, pour que ce soit plus simple, en RDC, notre approche, ça sera par exemple, il y a 5 acteurs ou actrices, le gouvernement, les ONG nationales, les donateurs, le système de l'ONU et les ONG internationales. Donc, nous avons 5 acteurs qui travaillent tous ensemble pour un but commun, qui ont été choisis, décidés tous ensemble avec tous les acteurs et actrices. Et donc, il y a 3 piliers, humanitaire, développement, paix.
deux conditions principales. Donc, une coordination qui soit forte et solide. Donc, comment est-ce que nous pouvons obtenir nos objectifs et ensuite les besoins du gouvernement qui doit donc prendre la tête de toutes ces approches. Un des objectifs, c'est de pouvoir réduire les besoins humanitaires de façon à ce qu'il y ait un progrès et que nous puissions aussi nous répondre aux facteurs sous-jacents de la crise. Et donc, c'est ça dès le départ. Et donc, ça, c'est en ligne avec tout ce que nous avons dit auparavant. C'est très important pour tout un chacun. Pour nous, en RDC, cette approche Nexus, c'est vraiment, il faut que tout le monde ait la même force, la même capacité autour de la table pour pouvoir discuter et que tout soit juste et équitable et qu'on puisse parler de la situation. Nous avons une coordination nationale qui s'appelle NCT. C'est donc un niveau plus stratégique. Comment est-ce que nous allons répondre à tous ces problèmes? Et nous avons une coordination provinciale qui s'appelle Nexus Group provincial, qui est beaucoup plus technique pour pouvoir aller plus en profondeur sur le terrain et pouvoir donc répondre à ce qui se passe. Donc, je pense que ce sera un peu plus facile de voir plus en profondeur avec des aspects spécifiques et des exemples. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci. Merci, Nathaniel. C'était particulièrement intéressant ce que tu as dit, les paradynamiques, et tout le monde soit autour de la table et tout le monde a un pouvoir égal. Et donc, je crois que c'est parfois une lutte que nous avons en Irak quand nous voyons, par exemple, les transitions de l'aspect humanitaire au développement. Et donc, avoir un contexte de cohésion pour la construction de la paix quand on parle de transition. Donc, il ne faut pas que nous puissions passer de cet aspect du développement et de la construction de la paix. Donc, le financement, par exemple, les communications avec les donateurs pour qu'ils soient prêts à pouvoir appuyer le développement et la paix. Ça a été vraiment un défi, un vrai problème d'avoir tout le monde autour de la table. Donc, pour avoir tous les acteurs autour de la table, ça a été problématique. Donc, quand on passe donc, au principal de notre sujet, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en 1 ou 2 minutes quel est le rôle de coordination et communication pour pouvoir obtenir la cohérence dans ton contexte? Donc, très rapidement, je voudrais parler de façon à pouvoir parler avec que les interprètes puissent aussi. C'est un peu, oui, nous allons essayer de parler un peu. Donc, merci, Georgia. Je crois que quand on regarde les équipes dont nous parlons aujourd'hui, nous parlons de l'humanitaire, nous parlons de la paix. Donc, ça, ce sont des graves problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire sans coordonner et communiquer dans cet espace? Et donc, je pense que dans notre contexte, nous devons avoir affaire à tellement de problèmes. Regardez les 3 dernières années. Donc, nous avons eu tous les appels, les conflits, les crises. Donc, dans ce genre de contexte, nous devons comprendre, par exemple, nous devons avoir des communications régulières et donc nous devons avoir une coordination. Donc, on ne peut pas le faire tout seul, on ne peut pas être isolé cloisonné. Donc, il faut absolument, comme je l'ai dit, il y a des mécanismes internes pour que nous puissions coordonner avec l'USAID et nous comptons beaucoup sur nos partenaires. Donc, toutes les missions qui ont joué un rôle très significatif, non pas seulement dans le secteur de la sécurité, mais dans tous les secteurs que nous devons affronter. L'autre chose aussi, c'est que nous utilisons des partenaires spécifiques. Nous avons des partenaires qui ont, par exemple, un savoir-faire spécifique. Par exemple, la sécurité, c'est un bon exemple. Nous avons un partenaire qui analyse parce que nos partenaires, par exemple, savent répondre aux besoins. Donc, il y a des problèmes systématiques, mais la sécurité peut tout remettre en question et c'est pour ça que nous avons un partenaire qui analyse et surveille ce genre de choses et peut nous conseiller sur les partenaires et comment est-ce que nous pouvons répondre aux conflits et comment est-ce que, quand on regarde cet environnement
qui est toujours plus étroit. Et donc, nous avons aussi, et c'est très important pour nous, la coordination, la communication dans le monde des donateurs, la communauté des donateurs. Il faut que nous puissions communiquer à l'externe et à l'interne avec tous nos donateurs. Et vous savez tous, le coût des donateurs, il faut absolument coordonner parce que sinon, nous ne pouvons pas y arriver. Ceci nous donne, nous répondons, par exemple, à ces besoins immenses dans le domaine humanitaire, le domaine des problèmes de la paix. Et donc, nous parlons toujours des ressources qui se réduisent. Et donc, et les besoins s'accroissent sans cesse. Et donc, la coordination va pouvoir nous donner la partie la plus importante, c'est de pouvoir communiquer et apprendre, et aussi elle va nous aider à éviter donc de la répétition des efforts et les chevauchements d'activités, donc de façon à ce que les opérations de la paix, et donc il y a des possibilités. Donc ça, ce sont les aspects cruciaux de la coordination et de la collaboration. Et encore une fois, je n'essaye pas de simplifier ces aspects. Il nous faut des coopérations, communication au jour le jour. C'est très complexe. Donc, quand vous avez différents partenaires, donc nous avons différentes parties prenantes et différentes capacités. Certains des partenaires n'ont peut-être même pas accès à Internet. Ben, ils ne peuvent pas simplement prendre un téléphone et vous appeler. Donc, il faut que vous puissiez naviguer dans cet environnement et s'assurer que vous pouvez communiquer le plus possible avec tous les partenaires. Je m'arrête ici et je donne la parole à la personne suivante. Merci. Je pense que tu as bien souligné comme les ressources sont donc comment il faut une coordination efficace, une communication efficace. Ça prend énormément de temps et donc je crois que combien il y a de travail et que vous avez tous très bien fait. Donc tout le monde est d'accord, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut savoir coordonner, il faut il faut éviter les chevauchements, mais dans cet environnement où les gens donc, il y a des problèmes de temps. C'est là, les conversations sont absolument cruciales pour pouvoir travailler sur des stratégies. Il ne faut pas réapprendre continuellement les mêmes leçons, mais il faut toujours savoir s'adapter aux contextes différents. Parfois, on se préoccupe pour l'avoir amplifié, pour le rendre trop compliqué inutilement, mais je crois que nous avons des systèmes nous avons des très grands mécanismes. Donc, je crois que c'est très important, c'est vrai. Ce sont des stratégies très simples, que les gens soient vraiment connectés. Et en Irak, par exemple, le mécanisme préféré de communiquer avec les partenaires locaux, c'est Facebook. And dramas at times, but it can be very simple and instantaneous. And sometimes I think we need to strike that balance between some of these amazing systems that are resource intensive, but also keep the humanity involved in how we approach it, knowing that sometimes communication can be very simple. La communication peut être très simple. Je comprends ce que vous avez dit sur la communication qui soit apte pour le but. On passe à Glenn, la même question. Si on voit le rôle de la communication dans votre environnement spécifique. Je dirais que dans le contexte d'une crise prolongée, on a plusieurs parties prenantes. Elles sont organisées par secteurs, ONG gouvernementaux, humanitaires gouvernementaux, la paix. Chacune a son propre mécanisme. Il faut établir des ponts entre elles. Il faut qu'on se connaisse les uns les autres, qu'on a le cadre général et qu'on puisse comprendre qui fait quoi, quand, pour améliorer les synergies. Il faut aussi inclure les acteurs locaux. Je ne parle pas des acteurs régionaux. Je dis qu'au Tchad, il y a une coordination, même au niveau communautaire. Il y a le comité d'action provinciale. On a au Nigeria une plateforme de communication. Il faut voir comment on se parle pour assurer une cohérence dans ces plateformes de
coordination, créer cette interaction entre les différents acteurs est critique pour pouvoir cartographier les différents acteurs et leurs interventions, mais surtout pour comprendre l'effet de leurs actions ensemble, pour s'assurer qu'il y a un effet positif et une synergie ensemble. Merci. Merci, Gwen. Nathaniel, la même question. Je suis tout à fait d'accord avec Gwen. La communication est clé pour le lien entre ces 3 points. Il est important pour nous de comprendre que l'approche lien ne va pas faire en sorte que tout le monde fasse des projets HDP, mais on va tous travailler vers un même but. On ne peut peut-être faire que de l'ordre militaire qui sera suivi par un procès de récupération précoce qui sera un projet de ces liens. Dans cette coordination, c'est important pour nous partager l'information. Je pense qu'il est important de lever la voix, d'être présent dans les réunions et petit pas par petit pas, on va les modifier. On a examiné notre architecture au RDC dans les derniers mois et au niveau de province, c'est au terme de référence. Il faut avoir une réunion tous les 3 mois avec les acteurs de développement humanitaire et de paix pour parler au niveau plus stratégique. Même l'architecture humanitaire s'ouvre un peu plus sur la HDP et sur le partage d'informations et pour parler ensemble, pour parler de ce que tout le monde fait. Il est également important de réviser les outils. Comme Georgia a dit, parfois c'est Facebook, parfois c'est WhatsApp. Parfois, il n'y a pas de connexion. Il faut bouger, il faut être présent sur le terrain, il faut se focaliser sur les gens sur le terrain. Ils peuvent partager l'information et qui peuvent la transmettre. Et oui, je vais m'arrêter là. Et il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et je vais pouvoir ajouter des informations au fur et à mesure qu'on aura des questions. Merci, c'était des réponses assez exhaustives, mais il y a une centaine de personnes qui participent pour aller au-delà de ce qui est évident, pour aller au-delà des aspirations et au-delà des propositions de bailleurs de fonds. Et je vais vous demander d'approfondir. Je veux que les gens aient des apprentissages concrets quand ils sortiront d'ici. Maintenant, on va entrer dans plus de détails autour de quelques exemples tangibles de votre expérience apprise. Quelles approches, quelles pratiques ont été efficaces dans une plateforme structurée comme un cluster ou en dehors d'une plateforme structurée? Je m'intéresse à ce que vous avez pu développer en dehors des plateformes structurées. Chez moi, les clusters sont sur le point de se défaire et le gouvernement n'a pas mis sur pied une stratégie. Les donateurs essaient de sortir sans pouvoir le faire complètement. Il y a un vide massif de coordination entre les acteurs, même si tout le monde parle de cette articulation. Personnellement, je veux copier et coller quelques-unes de vos idées à mon contexte. On va lancer un débat. Emmanuel, on va passer par vous. Quelles sont vos idées ou observations en ce qui concerne les pratiques qu'on peut reproduire chez le public? Merci.
Je vais mentionner 2 petits points. Je peux rentrer dans les détails par la suite si besoin est. La première chose que je changerai beaucoup est de reconnaître la plus-value de tous les acteurs présents. Il y a tant d'adversité, tant de tensions entre nous tous. Chaque fois, il faut vraiment regarder la vue commune, ce qui nous unit. Les organismes de l'ONU peuvent faire des choses que les ONG ne peuvent pas faire. Il est vraiment important de travailler dans nos mandats, ne pas essayer de tout faire, de reconnaître librement que ça, c'est technique, ça, c'est pour les acteurs techniques, ça, c'est stratégique. Et ça, c'est très important. Quand c'est bien fait, c'est bien. Même si on est tous d'accord qu'on ne veut pas créer une nouvelle structure lourde, il est important d'avoir un endroit où tous les acteurs peuvent être autour de la table pour se parler. On n'a pas trouvé une plateforme déjà existante qui puisse permettre que les donateurs du gouvernement et les ONG internationaux puissent se retrouver. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau national et au niveau provincial? C'est la même procédure. On a 3 bourses pour chaque acteur qui représente un pilier. Par exemple, une ONG internationale, on a 3 personnes, une pour l'humanitaire, une pour la paix, une pour le développement. Donc, il y a 5 personnes autour de la table qui sont ensemble pour discuter, pour prendre des décisions. Et après, ces 3 personnes ont un rôle principal pour s'assurer de partager toute l'information avec tous les acteurs. Il faut partager avec tout le monde, pas seulement avec les autres membres, mais avec ceux qui ne sont pas membres, par exemple MSF, pour s'assurer que l'information est partagée, est présente et qu'ils ont une manière de recevoir les commentaires et les questions de tout le monde. Et il est vraiment important. Il faut séparer le niveau stratégique et technique. C'est quelque chose qui a été crucial en RDC dans un contexte de changement politique constant. Tous les 2 ans, il faut tout refaire avec un nouveau cabinet. Travailler sur le technique est tellement important. Il faut rester avec eux parce qu'ils durent. Lorsqu'un ministre change, les personnes techniques ne changent pas autant en RDC. Donc, il faut vraiment travailler étroitement avec eux. L'autre chose qui est vraiment importante, on a quelque chose de très intéressant. On a ces ambassadeurs qui ont décidé de venir dans Kasaï Sanghai, qui sont les 2 provinces qui adoptent cette approche. 5 ambassadeurs qui ont été là pour donner une certaine légitimité à cette haut niveau de gens qui viennent et qui rencontrent les ONG internationales, la société civile, les organismes des Nations Unies et parlent avec les gouvernements comment est-ce qu'on peut faire entrer ça, comment est-ce que vous allez travailler ensemble pour dire on est là pour vous soutenir, vous n'êtes pas ça. Et ça a beaucoup changé notre façon de travailler. Lorsqu'un ambassadeur dit quelque chose à un gouverneur, ça a de la résonance, ça crée des démarches puissantes et ça facilite le travail des personnes opérationnelles et techniques. Je m'arrête là. Merci. Merci. Qui m'a interpellé et que lorsque vous avez parlé de la diversité des acteurs, vraiment, il s'agit de se focaliser sur les points communs, ne pas être tout pour tout le monde.
il est vraiment important de réduire l'étendue jusqu'à ce qui est en commun, séparer la partie technique et la partie générale et tirer parti du pouvoir des ambassadeurs et de personnes importantes. Ça peut être un peu écrasant de travailler dans des environnements tellement complexes. Avoir cet encouragement des gens qui disent on vous voit, on veut pouvoir vous encourager, ça crée une, une sensation d'approbation dont on a besoin. Parfois, il y a une dynamique de pouvoir et les organisations de la société civile peuvent se sentir désautonomisées. Avoir une participation mondiale est une stratégie excellente parce que souvent, je trouve dans mon expérience, il n'est pas important si vous êtes un département du gouvernement ou un donateur ou une ONG, une organisation locale. Quand vous êtes stressé, il y a beaucoup de charges de travail et vous êtes très restreint en ce qui concerne les recherches. Il y a une sensation, si je vais m'y consacrer, qu'est-ce que je vais en retirer? Il faut être incité par l'encouragement, un sens de but, d'objectif. Et donc, les ambassadeurs renforcent. C'est un point très bien signalé. Je vais passer la parole à vous, Gwen. Merci par rapport à ce que Nathaniel vient d'expliquer. Une promesse prometteuse est de arranger les gens autour d'une même table et de créer une confiance entre tout le monde au Tchad et au Nigeria. Les partenaires HDP organisent des ateliers locaux pour se mettre d'accord sur une réponse et pour s'assurer que leurs actions sont alignées, pour s'assurer qu'ils donnent aux gens, aux ménages et aux communautés la santé, une sécurité pour avoir un moyen d'existence durable. Cette approche donne un paquet multisectoriel d'interventions selon la durabilité du ménage de la communauté et des différents acteurs offrent des différentes séquences d'interventions sectorielles à la même population. Cette approche de graduation voulait unir tous les acteurs HDP pour assurer un alignement dans leur focus géographique. Je pars au niveau du village, s'assurer que si un acteur fait quelque chose dans un village sur l'accès à la terre ou à l'eau, il y a un problème qu'on va s'assurer que dans ces mêmes villages, on va unir les acteurs de paix pour parler des mines terrestres, pour s'assurer que toutes les actions sont complémentaires les unes avec les autres. Je vous passe la parole. Très bien, Gwen. Hanok? Merci, Georgia. Je suis tout à fait d'accord avec Gwen et Nathaniel, mais à nouveau, je pense qu'un aspect de ce que Nathaniel a mentionné sur l'aspect stratégique et technique, il faut identifier qui a assumé quelle responsabilité, quand et comment. On a vu tous les partenaires ont de différentes compétences. Certaines ont des compétences spécifiques s'il faut faire face à l'insécurité alimentaire ou à la sécheresse. Il y a des gens qui font une analyse approfondie pour faire un briefing à nos partenaires pour que tout le monde soit au diapason pour comprendre
la situation. Ça aide beaucoup. On comprend également les limitations à nous et à nos partenaires pour négocier l'accès, pour examiner les aspects sécuritaires des choses. C'est très important. Et on investit beaucoup dans l'analyse des données. On a des activités spécifiques qui travaillent sur l'analyse des données. Un bon exemple qu'on a ici, on a des activités qui, par exemple, qui réalisent une analyse des activités du ménage ou des moyens d'existence. Ces activités génèrent des données, des informations, et ça bénéficie nos partenaires pour prendre des décisions sur la base des preuves. Ça va augmenter la qualité de nos programmes ainsi que celle de nos partenaires. Nos partenaires vont pouvoir modifier leur programme pour le bien-être de leur communauté. On espère que nos partenaires génèrent des informations, des données. On partage nos informations à travers des produits d'information parce que la communication doit être dans les deux sens. On comprend parfaitement cela. Et l'autre aspect que je veux souligner, c'est le plaidoyer conjoint. On écoute nos partenaires. On dit à nos partenaires quels sont les défis, quelles sont les opportunités. On fait du plaidoyer conjoint, pas seulement avec nos partenaires et pas seulement avec les bailleurs de fonds. On travaille avec les gouvernements et avec le suivi conjoint avec les bailleurs de fonds et d'autres partenaires. On finance conjointement d'autres activités. Il y a des activités où on contribue de l'argent de USAID avec FCD ECHO sur des aspects de HPD. Ça aide nos partenaires à avoir cette flexibilité et pour montrer une solidarité entre les bailleurs de fonds. Il y a certaines bonnes pratiques qu'on a mises sur pied au cours des années, mais il reste de l'espace pour l'amélioration des opportunités exploitées. On opère dans un contexte fluide et de constants changements, comme vous le savez. Ça, c'est sûr. Je m'arrête là. Merci. Je repasse la parole à Georgia. Quelque chose qui m'interpelle, c'est savoir avec qui participer et quand. On a tous été invités à des réunions de grands forums, mais lorsqu'on y arrive, on ne sait pas exactement pourquoi on est là. Et parfois, on se rend compte qu'on ne doit pas être là. Point. Avec qui participer et quand de façon critique. Et l'autre point que vous avez souligné, d'offrir des données robustes quand vous agglutinez des gens, vous communiquez par courriel, que vous offriez des informations basées sur des preuves qui soient croyables. Vous respectez les temps du genre, ça crée de la confiance et de l'élan et ça fait en sorte que les gens veuillent participer à une plateforme de l'organisation. Il y a des stratégies spécifiques à prendre en considération. Lorsque on veut être inclusif, on peut être tellement large qu'on perd beaucoup de gens. Être délibéré en ce qui concerne votre focus après avoir bien cartographié est très important. Merci. Of the HDP. I think it's probably the area that many of us wrestle with the most in terms of, well, both the technical and operational ability, but also when to start sequencing and involving peace partners into programming and into the design methodology. So this question is, what types of peace programming, so it can be small p, big P, conflict sensitivity, social cohesion, trust building, those types of activities, have you seen integrated into, for want of a better term, regular programming?
And what has worked well? And why do you think in those particular instances it worked well? What were the magic ingredients that they were integrated into the humanitarian and development programming? What made that particular intervention, activity, initiative successful in your eyes? So we might start off with you, Hanok. Thanks, Georgia. I think I have a couple of points on this one. I think without getting too much into the details, USAID has a standalone activities that particularly focuses on conflict and peace building. And these are critical. But in addition to that, conflict sensitivity and do no harm principles are one of the pillars within USAID activity. And if you look at the ADS, every activity is required to have a conflict analysis and also like gender analysis, other analysis. It is one of the pillars, and we really expect our activities to harm. We expect them not to harm communities, but rather just make sure that the benefits are always. Mais s'assurer que les bénéfices sont plus puissants que les impacts négatifs, surtout dans un contexte très complexe. Par exemple, là où on opère, on peut toujours agir par mégarde, sans vouloir, mais avoir des conséquences. C'est très critique pour nous. À nouveau, on a vu que des crises humanitaires dégradent la cohésion sociale dans les communautés. On voit la perte de cohésion sociale dans les communautés. On voit que les crises humanitaires provoquent une plus grande vulnérabilité dans les communautés. Ça peut être l'extrémisme violent, ça peut et on est conscient de ça. Et il est critique de faire une analyse approfondie, avoir une stratégie bien étayée lorsque on conçoit et on met sur pied toute activité dans le contexte du développement. Merci. Dans d'autres conversations, vous avez mentionné qu'il était tellement essentiel d'avoir des acteurs de paix impliqués dans tout processus. Je voudrais savoir votre perspective. Pour les différents contextes, il n'y a pas de solution magique pour concevoir un plan de paix. Ça doit être contextualisé et localisé selon les problèmes. Une des leçons clés est qu'on commence par une analyse de la dynamique du conflit et on s'assure de bien comprendre le chemin du conflit et le résultat. L'insécurité alimentaire, la malnutrition des enfants, le chemin de résolution peut être différent. On a cet exemple au Tchad, le même conflit a donné comme résultat à deux résultats différents. Dans une population, plus de maladies chez les enfants et plus d'insécurité alimentaire, et ailleurs, moins d'accès aux terres et au lait. Donc, il s'agit de comprendre les différents effets sur le conflit et les dynamiques autour, à l'intérieur de la même zone. Très bien. Nathaniel, pour réflexion. Merci. Ça a été une longue discussion au sein de la RDC. Comment représenter les piliers de la paix, tout en sachant qu'on a ces principes humanitaires qui sont très, très importants pour les acteurs humanitaires, ce qui veut dire que ces actions de maintien de la paix seront difficilement joignables à l'humanitaire. On ne va jamais avoir des escorts armés pour entrer sur le terrain.
les ONG et les humanitaires pensent la même chose. Donc, on a décidé de façon collective qu'il s'agirait du paix petit. Il faut consolider la paix, se focalisant sur la capacité de paix à l'intérieur des communautés, pas ces activités de maintien de la paix qui seraient séparées de cette vision conjointe. Ça ne veut pas dire qu'on les rejette. Il y a une coordination civile, militaire, c'est très important en RDC à l'Est. On garde ça. Le MINUSCO est impliqué, mais comme partie du système des Nations Unies et pas comme un acteur plus fort que les autres organismes des Nations Unies, ce qui est très important. Il s'agit de la consolidation de la paix et la sensibilité au conflit. Par exemple, on a une IONG qui a eu un atelier sur la programmation sur la sensibilité au conflit. Ça a été financé par un donateur. Tous qui ont voulu assister ont pu y assister, pas seulement dans une zone de conflit, mais ailleurs dans le pays où on a toujours des conflits sur la position de la communauté, les conflits fonciers. On a eu cet atelier et c'était vraiment intéressant. Je vais m'arrêter là. Je crois qu'il y a quelques apprentissages qui sont vrais. Il faut nous rappeler qu'il faut commencer au milieu d'une crise humanitaire, une urgence. On ne pense pas à 5 mois plus tard ou 5 ans plus tard. Il faut arriver au week-end. Et donc, il est difficile de passer du l'écrit à la pratique. Et ça peut être écrasant de penser à tout en même temps. Mais comme vous dites, Nathaniel, il faut s'assurer de voir le programme humanitaire à travers cet objectif. Il y a 15 ans, on ne voyait pas des formations de sensibilité vis-à-vis des conflits comme on voit maintenant. Au cours des dernières 20 ans, l'intégration du genre est devenue la norme. J'espère que dans ces contextes-là, j'espère que tous vont être formés et vont recevoir les outils pour aborder le travail humanitaire, pour être conscient de où le développement finit et la consolidation de la paix doit commencer. Je vais continuer parce que je suis conscient de l'heure. Je pense que ce dont on veut parler, ce sont les défis. Être franc sur un ou deux défis que vous avez dû affronter pour la coordination et la communication. Soyez spécifique, que ce soit l'appui ou c'était les langages ou la capacité ou l'expertise donc, du comment est-ce qu'on personnel va sur commencer? le terrain. Et donc, ça Quels peut sont être vos défis un principaux en ce grand qui défi à concerne la relever en termes coordination et de la communication et communication à travers les coordination et HTP et comment est-ce que vous les avez c'est surmonter. surmontés Ici, ce qu'on selon regarde ici, c'est des vraiment comment causes est-ce que et nous des effets? pouvons, Quels ont quel été est les donc points de votre douleur principal point, principaux de pour façon à ce lesquels que vous vous ayez avez une abouti à réussite un dans résultat les réussi? différentes orientations. Oui, Merci. merci beaucoup. Je pense que je crois que nous devons faire face à ce genre de choses, en particulier au cours des 2 dernières Je années. Je serai vais être très bref. Je bref. sais qu'il y a On sait donc qu'il y vraiment a il y a dans le monde entier, les des besoins sont en besoins croissance. Nous avons concurrentiels une crise majeure et qui même sont en Europe, compétitifs dans le monde. On a une y crise compris la humanitaire en récurrence Europe. On a des existe crises dans le monde. récurrentes.
Et donc, département ici, c'est ça encore une met pression de sur la les pression ressources sur les disponibles. ressources Je crois que disponibles. On les besoins puise sont les tellement, ressources c'est dans tellement des importants et donc c'est vraiment endroits une concurrence pour toutes ces existants ressources. et Donc, ça aussi bien pour les donateurs pressionne que pour les les partenaires et donateurs et les c'est communautés très difficile de pour pouvoir avoir accéder accès aux besoins. Et donc, à l'aide dont je ils crois que ont c'est vraiment besoin. une condition, Il faut et donc il nous faut une une coordination coordination robuste plus et une robuste, coordination une coordination qui puisse qui soit il faut vraiment efficace en termes des qu'il y ait coûts. une rentabilité Il faut que efficace. Et ça, donc, c'est un je crois aspect qu'un autre critique. point, L'autre donc les aspect, ce priorités sont qui les sont priorités changeantes. Quand on changeantes. le On voit a par vu exemple Brexit en Europe. vous savez, des Quelques donateurs qui donateurs changent leurs changent de priorités. priorité Et donc, et ça ça met encore exerce plus une de pression pression. additionnelle. Donc, par exemple, Euh, certains donateurs Certains bailleurs de fonds ont été sont suffisamment suffisamment aimables pour aimables pouvoir pour combler ces lacunes, mais colmater ces sans brèches, coordination, mais sans on ne cette peut même pas, approche, pour ne on pas n'est même sortir pas ces lacunes. Et donc, je capable pense de que c'est très important combler de ces pouvoir brèches. Il faut maintenir prêter donc attention à cette ces dynamique, dynamiques qui donc ont pour pouvoir lieu en dehors de appliquer tout ça notre à notre contexte. contexte, pour voir tout ce que nous faisons sur le terrain. L'autre Une autre question, chose, c'est c'est un le manque manque d'engagement parfois pour d'engagement communiquer pour coordonner et avec tous nos communiquer partenaires. entre les Et je crois partenaires. que Et nous, en en tant tant que que donateurs, les agences, je pense que nous devons organisme expliquer à nos donateur, on partenaires comment s'attend nous pouvons que nos communiquer. partenaires Donc, nous communiquent et essayons de coordonnent voir de de façon à façon ce que nous régulière, puissions mais être on est redevable responsables de et, nous et coordonner je vois avec comment les les choses autres se passent, partenaires ici pour responsabiliser et s'assurer du que moins les comment est-ce que gens, les les ressources ont été choses mobilisées, que arrivent tout a de été fait manière dans les logique règles, et que les de ressources façon et dans les sont temps fixés. mobilisées de Et donc, ça, manière ce sont les défis que nous opportune. Ce devons sont, relever. voici Je quelques crois les choses que nous défis faisons pour auxquels pouvoir on doit faire face renverser un peu cette et dynamique quelques-unes de qui nos existe. réponses. Merci. Donc, merci. Donc, lorsque tu parles donc, ce sont vraiment tes attentes et il faut être sûr que les partenaires puissent bien coordonner, sachant donc que c'est parfois difficile dans certains environnements. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour être sûr que vos partenaires puissent collaborer donc tous ensemble sans accroc? Je crois que j'ai participé à différentes missions en Éthiopie et moi personnellement j'utilise différents mécanismes. Donc, il y a différents groupes, je vois qui partagent des informations, qui, par exemple, est très ouvert, non pas seulement à ce que toutes les activités soient meilleures et que les partenaires autour puissent aussi s'améliorer. Donc, une des priorités de USAID, c'est de renforcer nos capacités. Et donc, non seulement nous devons former des enseignants, mais aussi des foyers. Comment est-ce que nous pouvons élever donc les personnes locales à utiliser ces ressources de façon à pouvoir répondre aux besoins de leur communauté. Et donc, nous avons certains de nos partenaires, qui fait quoi? Et ça, je crois que c'est très… Je ne dis pas que nous avons que nous avons des yeux et des oreilles partout, mais je crois que nous avons différentes plateformes, des réunions, et donc tout ceci a été fait avec un but fixé. Donc les gens ne vont pas avoir simplement un groupe. Nous avons un problème de sécurité alimentaire. Non, tout un objectif bien défini. Et donc c'est pourquoi nous devons les acteurs peuvent participer et donc participer à cette plateforme en termes de données, d'analyse, donc comment est-ce que nous pouvons collaborer. Donc, s'il y a une évaluation, nous ne voulons pas que le partenaire X va aller dans cet espace géographique et faire une évaluation. Non, nous voulons profiter des expertises, nous voulons profiter des connaissances existantes pour que tout soit la coopération soit robuste, nous l'utilisons tous et l'impact sera beaucoup plus significatif sur toutes les activités. Donc, quand on le fait dans ce contexte partagé, donc je crois que oui, c'est plus ou moins là, je crois que j'ai répondu à la question. Mais donc il y a toujours de différentes façons, parmi les meilleures façons de faire. Et donc, est-ce que je peux, s'il vous plaît, reprendre? Merci, je vais continuer.
Donc, je crois que c'est vraiment très intéressant et très important cette question. Et je crois que, et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en RDC, nous avons eu ce forum des ONG et ça nous a beaucoup aidé à pouvoir parler pour la collectivité, et pour tout, non pas seulement les acteurs et les actrices. Donc, le forum, il y a eu quelqu'un du secrétariat, quelqu'un qui avait été élu par les membres pour représenter la collectivité. Et ceci donne une légitimité et quelqu'un qui peut vraiment s'occuper de ce genre de situation et qui pourra parler et donc, il pourra parler aux différents 40 membres, et non pas seulement pour eux-mêmes. Et ceci nous a aidé beaucoup pour avoir des structures plus petites où il y a moins de personnes, où chacun fait tout et c'est un peu difficile d'avoir des ressources, de faire croître ces ressources. Mais parfois, vous pouvez donner des idées, quelqu'un va le partager, quelqu'un va faire que les choses puissent se passer. Donc, pour nous, cette coordination, ce forum, a vraiment été une réponse aux problèmes qui se posent pour nous assurer que tout le monde, que toutes les ONG peuvent se faire entendre et donc que la structure soit petite ou grande. Donc, c'est vraiment important que tout se fasse entendre. Merci Nathaniel. Donc, nous allons parler, nous avons parlé et donc on va regarder comment est-ce que vous pouvez donc renverser un peu la situation. Donc, je vais choisir simplement une chose. Donc, je crois qu'un des défis les plus importants qui étaient difficiles à répondre, comment est-ce que nous faisons participer les ONG au niveau même provincial ou national? Nous avons des tas d'ONG nationales en croissance, mais des milliers et des milliers. Donc, il n'y a pas une seule plateforme nationale pour faire entendre leur voix. Donc, c'est très important de trouver une façon, comment nous préparer, parce que au niveau national, comment est-ce qu'une personne pourra nous représenter qui ne soit pas politique? Donc, c'est vraiment une question de la société civile. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, nous avons un tas d'argent pour pouvoir, et donc un bureau intégré de l'ONU qui va donc donner de l'argent aux ONG. Donc, ils ont des connexions avec les différentes provinces pour pouvoir discuter tous ensemble des différentes sous-plateformes qui peuvent toutes se réunir pour dire qui peut être là, comment est-ce que nous aurons les informations. Ce n'est pas seulement question de les choisir, ça c'est très dangereux. Il faut les laisser elles-mêmes se choisir. Et il faut nous assurer que les lignes directrices vont bien, que tout va bien, que ce n'est pas un lien avec le gouvernement. Donc, nous devons savoir, voilà les ressources, c'est ce qu'il faut faire, voilà comment nous allons procéder. Ils nous ont invités à discuter du Nexus, enfin, qu'est-ce qu'elle en est. Nous avons fait un petit atelier, donc c'était très intéressant. C'était très difficile et c'était une bonne façon de pouvoir s'y prendre. Merci, c'était un très, très bon exemple. Merci, Gwen, c'est ton tour maintenant. Donc, je suis définitivement d'accord que les défis à relever que vous avez mentionnés par email, comme l'a dit Nathaniel, si on en avait qu'un, ce serait comment obtenir des données pour une analyse conjointe de la situation. Donc, qui fait quoi pour être sûr que nous comprenons au-delà. Donc, si on voit sur le terrain qui fait quoi, donc c'est très important d'avoir un mécanisme de partage des données pour être sûr que nous avons ce mécanisme. Donc, donc, pour être sûr que nous pouvons faire face à la situation avec résilience. Donc, on voudrait savoir un peu plus de la part de notre audience, en particulier vos expériences et les questions que vous avez. Donc, nous voudrions vous demander qu'est-ce qui vous a surpris de cette conversation. Mais nous voulons savoir que vous preniez un peu de temps pour écrire vos réponses dans le chat. Donc, ça peut être très intéressant pour nous.
Donc, ça va être, nous appelons ça la tempête du chat. Donc, je sais que ça va être une tempête de réponses dans le chat et ça va être influencé, peut-être, ça va influencer les uns les autres. Donc, prenez quelques minutes pour écrire quelques-unes de vos idées, de vos réflexions, de vos pensées sur les conversations que nous avons eues aujourd'hui dans le chat. Et donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, le faire. Okay, so we'll just give everyone about 10 more. Donc, on va donner encore 10 secondes pour avoir vos idées dans le chat. All right, if everyone could please press send. Si tout le monde peut appuyer sur la touche Send, envoyer. Okay, so what we're going to do is there's some questions that have come through and some comments. Donc, nous attendons que les questions arrivent et les commentaires. It's fascinating and not surprising. Donc, c'est vraiment fascinant. Et donc, nos panélistes ont eu les mêmes défis à relever. Vous êtes intéressés comment, comment est-ce qu'on peut répondre aux différents défis pour des actions, un plan d'action partagé. Et donc, je regarde les notes. Comment vous pensez que vous pouvez faire des communications, une plateforme de communication soutenable entre les différentes parties prenantes? Donc, est-ce que quelqu'un dans le panel veut répondre ou penser à la question comment est-ce que vous pensez que vous pouvez faire une plateforme qui soit soutenable, auto-soutenable entre les différentes parties prenantes? Donc, je vais donner 2 exemples que nous avons mis en place maintenant dans la RDC. Une des choses, c'est que nous avons une réflexion, comment est-ce que nous pouvons avoir dans ces provinces, nous n'avons pas de besoins humanitaires majeurs, je crois. Donc, tout ça a été lié au conflit. Avec l'aide, nous avons beaucoup de vulnérabilité dans le pays, mais nous pensons que le groupe commercial Nexus pourrait être la nouvelle structure qui pourrait relier la situation, l'architecture. Donc, je pense que l'architecture humanitaire dans les provinces où nous ne sommes plus en conflit ouvert, nous pouvons avoir, par exemple, un groupe HDP au niveau provincial et nous pouvons avoir, ça pourrait être la principale interface pour une activité humanitaire internationale. Donc, ça, c'est une des choses sur lesquelles nous essayons de travailler et nous essayons de savoir comment on peut faire en sorte que ça puisse durer. Et une autre chose, ce serait, même si nous avons ce Nexus, ce groupe commercial provincial Nexus, nous travaillons avec des groupes techniques thématiques sur les résultats communautaires et nous avons décidé de les intégrer aux structures gouvernementales qui ont déjà ce genre de réflexion, un groupe technique et nous avons juste ouvert donc, pour avoir tous les acteurs et les actrices qui soient capables d'être tous ensemble, de partager des informations et de partager
leur penser, d'être sûr que les stratégies que nous avons dans cette province ou dans cette zone, que ce soit significatif et non pas seulement au niveau national. Ce sont deux choses que nous essayons de faire pour que les choses puissent être intégrées dans le système. Et je crois que nous essayons que les choses puissent se passer. Merci. Merci, Nathaniel. Et donc, nous avons une question spécifique de la part de Lisa qui demande est-ce que vous pensez que la programmation Nexus, donc, est-ce que c'est la même demain, là où nous pouvons avoir, par exemple, une question de résilience, comment est-ce qu'on peut arranger la coordination pour que tout puisse fonctionner, comment les différentes organisations peuvent rejoindre ce travail. D'après votre expérience, dans le groupe Nexus provincial, nous commençons par une cartographie de tous les acteurs et actrices, même les donateurs, même les personnes du gouvernement. Nous faisons une cartographie, comme je l'ai dit précédemment, qu'est-ce que chacun fait au cours de ce parcours. Et donc, nous avons une cartographie de la programmation, par exemple, la Banque mondiale. Ils ont des projets dans 2 ans et demi. Nous avons des projets d'urgence qui sont déjà financés. Donc, nous avons une cartographie complète de toutes les actions entreprises. Ensuite, le groupe technique avec tous les acteurs et actrices. Nous allons regarder comment nous pouvons obtenir un résultat collectif. Qu'est-ce qui manque dans les secteurs pour être sûr qu'on est capable de pouvoir répondre à ces objectifs. Nous avons déjà le projet de la nutrition, prise en charge nous devons prendre en charge les enfants mal nourris. Nous avons donc, pour 2 ans et demi, un projet de la Banque mondiale. Et donc, nous avons 1 an avec rien du tout pour ces projets. Et donc, il faut que nous puissions commencer ce projet de nutrition pour pouvoir avoir cette approche humanitaire et travailler au niveau de la communauté. Quand la Banque mondiale va arriver, le comité sera déjà organisé. Ils pourront donc prendre la relève. Et donc ça, c'est pour savoir qui fait quoi et qu'est-ce que nous avons besoin, quels sont les besoins, des problèmes à répondre. Vous avez le niveau technique maintenant. C'est l'étape où nous nous trouvons maintenant en RDC. C'est très problématique. Tout le monde veut vraiment faire les choses. C'est très important de nous refocaliser. Qui doit faire quoi? Est-ce que c'est basé sur la communauté? C'est les ONG nationales, ce n'est pas les donateurs eux-mêmes. Donc, il faut que soit vraiment, ce n'est pas une question de prendre de l'argent, mais de remplir nos objectifs. Et oui, donc je vais dire que c'est comment nous agissons maintenant, c'est ce que nous sommes maintenant en RDC, où nous nous trouvons à ce niveau-là. Donc, quand on regarde les provinces dans lesquelles nous travaillons. Merci Nathaniel, c'est vraiment exhaustif. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait répondre à cette question. Donc, je vais répondre aussi. Très bien, parfait. Je crois que plusieurs choses pour nous, c'est très difficile. Donc, pour nous, de pouvoir engager les travaux de redressement et donc de voir, c'est c'est vraiment, et parfois on met la charrue devant les bœufs, mais parfois il nous faut savoir identifier les opportunités pour faire un travail de redressement. Donc, même dans des contextes de conflit, dans un contexte de crise, il y a toujours des opportunités de faire un travail de redressement. Je pense que ce que nous faisons à USAID, nous donnons beaucoup de flexibilité à nos partenaires le plus possible pour avoir des ressources qui puissent être attribuées et pouvoir s'engager dans des opérations de redressement lorsque l'opportunité se présente. Il y a bien sûr des activités qui sont purement des réponses en cas d'urgence, mais il y a aussi d'autres activités où il faut faire preuve de flexibilité qui fait partie du contrat. Donc, récemment aussi, dans les 12 derniers mois, donc, nous avons mis des donateurs non traditionnels. Et donc, quand on regarde, donc, ils n'ont pas tellement investi d'argent, mais et donc, ils ont investi dans la reconstruction, le redressement
Et donc, dans les réponses humanitaires en cas de désastre, et donc nous regarder des partenaires implementing partners to engage recovery work while pour que maintaining, nos partenaires a commitment to respond to participent à la récupération that they do on the ground. et continuent à travailler sur la résilience et l'autre travail qu'ils font sur le terrain. Il y a une question de Lisa qui demande comment l'USAID encourage que le séquencement et l'ordonnance leur par couche. Comment est-ce que USAID l'assure? Et un bon exemple, c'est SAGE. Dans un groupe SAGE, on a tous les bureaux techniques, que ce soit de réponse d'urgence ou de récupération, développement à long terme. On a plusieurs bureaux, un bureau de santé, réponse humanitaire, développement, résilience et toutes ces choses-là. Et même nos responsables de engagement et de financement participent à cette conversation. Il y a un échange constant d'informations. À USAID, quand on fait de la conception des activités, il faut apporter de l'information des différents bureaux pour la conception. Il y a des gens qui travaillent dans la gestion dans leur activité, mais ils donnent du soutien pour une nouvelle activité. Il y a un échange d'idées et d'informations. Et ce que ça fait, c'est qu'on apporte collectivement leur expérience à la mission et on commence à synergiser les activités dès le début. Et aussi, on a des tableaux de bord SAGE qui montrent l'investissement du USAID dans une province. Vous faites clic sur le tableau de bord, vous pouvez voir combien de partenaires, combien de bénéficiaires, quelle est l'activité de USAID dans cet endroit spécifique. Il y a différents mécanismes pour maximiser l'efficacité et pour ordonner par couche et pour séquencer. Mais il y a d'autres bailleurs de fonds et qui doivent faire de même quand on finance de façon conjointe avec d'autres bailleurs de fonds. D'autres bailleurs de fonds peuvent cofinancer et peuvent répondre aux besoins sur le terrain. Je ne sais pas de tracer un dessin très optimiste, mais il y a certains aspects qu'on garde toujours en tête à l'heure de concevoir, de mettre en œuvre et de financer et de répondre aux besoins sur le terrain. Je voudrais parler un peu sur le gouvernement parce qu'il y a une question sur comment intégrer les interventions avec les gouvernements. Je ne sais pas, Gwen, si vous avez eu une expérience dans votre contexte, mais la question est comment intégrer les interventions avec les gouvernements. Est-ce que vous avez un cadre pour concevoir des programmes conjoints avec les gouvernements? Merci. J'ai deux exemples du Tchad et du Nigeria, et définitivement du Nigeria. On a impliqué les gouvernements dès le début à tous les niveaux pour nous assurer qu'ils sont dans une position de leadership. Au niveau de l'État dans le nord-est du Nigeria, on s'assure de renforcer la relation entre les ministères les plus concernés. Lorsqu'on a réalisé l'atelier, on s'est assuré que les ministères les plus importants de l'État coordonnaient la réponse conjointe et étaient autonomisés pour avoir ce rôle-là. Et au Tchad, à chaque niveau de l'État et du gouvernement, on s'assure qu'on implique notre homologue gouvernemental.
au niveau du préfet, le gouverneur et le ministère pertinent ont tous été impliqués pour approuver le plan d'action et pour s'assurer qu'ils étaient impliqués à toutes les démarches. Et ça, c'est clé pour la durabilité de ces plateformes de coordination. Thanks, Gwen. Merci. A bit of technical. Did someone else want to jump in? Et quelqu'un In DRC, we had two dont things that helped a lot. The first is il y a deux choses qui aident beaucoup en RDC. Le coordinateur humanitaire de développement et le représentant spécial adjoint du représentant du système des Nations Unies. C'est un poste haut gradé dans le système des Nations Unies qui nous aide à entrer en contact avec le Premier ministre, avec la présidence pour nous assurer qu'ils comprennent l'approche de l'articulation et l'importance de la participation des ministres au niveau politique et au niveau technique. Cette participation forte a aidé. Et ce qui a été intéressant, c'est que dans cette cartographie, c'est W qu'on a réalisé, on a demandé à tout le monde, même les humanitaires, on les a demandé de lier leur intervention au plan national de développement et au plan provincial de développement. C'était très intéressant pour les gouverneurs de la province pour comprendre que les actions humanitaires fondamentalement aident les plans de développement. Et rien n'est séparé. Et les humanitaires aident à développer le pays également. Utiliser ce développement provincial par la province et les ministres du gouvernement montre qu'on collabore pour avoir leur appui et leur approbation et pour démontrer qu'on travaille sur la même ligne qu'eux. Thanks, Nathaniel. Merci, Nathaniel. A really great question. Voici une excellente question qui me tient à cœur. Et je vous demande, je vous pose la question à tous. On est tous des acteurs externes pour les gens de la communauté elle-même. HDP n'est pas tellement pertinent comme il est pour nous comme acteurs externes. Quels sont les exemples pratiques qui montrent comment vous arrivez à consolider la paix au niveau local avec les membres locaux de la société civile? J'avais un partenaire qui m'a dit que il avait l'impression qu'il avait besoin d'un décodeur pour comprendre de quoi il s'agissait. On se moque de nous pour parler avec des acronymes et avec un lexique spécial qui ne se traduit pas en quelque chose de concret au niveau de la communauté. Quels sont les exemples où vous avez pu traduire ou transférer ces langages pour s'assurer que tous les concepts derrière HDP est compris dans la pratique au niveau de la communauté de façon significative? Si vous me permettez, définitivement, HDP ne veut rien dire au niveau de la communauté. C'est une autre manière de travailler et de construire un programme sur les connaissances de la communauté et d'appliquer tous les principes, pas unilatéralement, aux communautés. Il faut pouvoir pronostiquer les chocs. Il s'agit d'inclure des méthodes qualitatives pour s'assurer qu'on donnera à la communauté ce qu'elle veut et comment combiner toutes ces actions ensemble. Très bien, Gwen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur la façon de traduire ces concepts dans la pratique au niveau de la communauté? J'ajouterai que c'est exactement pourquoi tous les acteurs doivent être assis à la table. La société civile est présente
Par conséquent, il leur est plus facile de parler à la communauté, de parler au nom de la communauté, et elle a un rôle clé dans l'approche articulation dans le RDC. C'est pour ça que je parlais du pouvoir. Lorsque il y a, quand les gens qui sont assis à la table ne sont pas des partenaires de mise en œuvre, qui rend plus difficile leur tâche. Il faut tenir compte de cet équilibre de pouvoir et c'est important pour nous en tant qu'acteurs externes. L'autre chose, c'est que la plupart des projets maintenant, dans beaucoup de provinces, il y a un comité communautaire qui parle de ce qui se passe dans la communauté, quels sont les défis. Donc, même si vous faites un projet de protection pour les survivants de l'abus sexuel, là, vous allez parler de tout, la sécurité alimentaire et de ce que vous considérez qui est le plus important. Vous allez travailler avec eux, avec la société civile, avec les ONG nationales pour que cette problématique soit prise en considération. Ce n'est pas une promesse. Voici le genre de choses qu'on fait maintenant qui mène à une plus grande activité dans la réflexion des actions. Merci, Nathaniel. On a une question de Nara qui dit, étant donné les coûts de la coordination et les communications en temps et comment réduire les coûts du point de vue des donateurs? Vous offrez des ressources et puis on peut parler avec quelques-uns des partenaires d'exécution. Oui, je pense que on prend cela en considération, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous savons la valeur de ces choses-là. Nous savons la valeur de la coordination et on comprend que la coordination n'est pas gratuite. Et dans mon expérience, j'ai constaté, je n'ai pas vu de mission qui ne soutient pas le système cluster, l'approche sectorielle ou les différents organismes de coordination, mais ce n'est pas le but là. Il faut aussi soutenir des études, des analyses et des données. Je ne suis pas partisan d'étudier le même thème tous les 6 mois, mais je comprends la valeur des données dans un contexte spécifique quand on travaille dans un contexte fluide comme le nôtre. Il faut avoir une des données, nos partenaires à des données et aussi à coordonner, c'est-à-dire oui, on comprend ça, on y investit et on s'en sert. Tous les organes de coordination peuvent ne pas être suffisants dans certains contextes. Il peut y avoir des situations que pour certains aspects, on pourra investir plus dans la coordination de certains secteurs spécifiques, mais d'autres secteurs pourraient ne pas être prioritaires dans quelques contextes. Mais cet aspect-là de la coordination est toujours là. Il y a des ressources et un engagement de notre part pour nous et notre engagement est présent parce que ce sont des piliers. La coordination est un pilier d'une organisation, on le comprend parfaitement et on comprend que ce n'est pas gratuit, on le sait. Oui, donc c'est de la musique pour nous de savoir
comment vous surmontez les limitations. Vous avez fait un point très important que vous avez souligné avec USAID, donc la plateforme des ressources. Vous êtes très passionné à propos de l'analyse des données, la recherche sur la plateforme. C'était vraiment un très grand point à souligner. Nathaniel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter avant que nous poursuivions? Donc, je crois que parfois, c'est un peu comme la situation de la poule et de l'œuf. Je ne sais pas si c'est la même, c'est superbe si c'est la même expression. Donc, parfois, il faut commencer la coordination. Dans votre propre temps, vous devez commencer, ensuite voir les besoins. Après, c'est plus facile de pouvoir chercher des financements. Donc, nous travaillons, donc les week-ends, nous travaillons la nuit pour essayer de combler les lacunes. Et certains donateurs peuvent voir qu'il y a, oui, un besoin. Et donc, ensuite, vous trouvez une façon de trouver des financements. Par exemple, les Suédois avaient décidé de financer, mais ne peuvent pas financer directement de la part parce que donc il y aura donc différents personnels qui vont devenir experts dans l'approche Nexus. Ils ont déjà eu des projets avec des ONG qui ont les ressources et les ONG ont décidé d'accepter. Donc il y a toujours un moyen pour que les choses puissent se passer, mais il faut trouver les besoins, prouver que ça va fonctionner. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, je crois que je suis d'accord 100%. Très souvent, donc, il faut trouver un moyen que les choses se passent. Je crois que mes partenaires aussi, parfois, la collaboration, c'est très important. C'est une pratique dont tu peux avoir une plateforme de financement, mais ça ne veut pas dire que tout le monde coordine et donc collabore d'une façon significative. Ça peut être un catalyseur aussi. Donc, j'aime beaucoup le fait que nous puissions faire un point et donc délibérément et pouvoir nommer la coordination et la communication. Donc, il ne faut pas être passif. Je crois que ce sont différentes formes de pensée. Donc, quand on va d'une personne à une agence, et donc, il faut vraiment promouvoir un engagement actif et une coordination et une collaboration. C'est vraiment un effort délibéré et c'est une attitude autant qu'une attente. Donc, je crois que nous pourrions peut-être donc, il y a encore une question à laquelle vous souhaiteriez répondre avant de continuer. Quand vous avez quelque chose en particulier, est-ce que vous voulez ajouter à cette dernière question sur la communication et la coordination, Gwen? Oui, je crois que donc je vais donc parler. Donc, nous pouvons peut-être passer maintenant. Nous voudrions vraiment savoir de la part de l'audience qui est suffisamment courageux pour partager ses propres expériences. Si vous pouvez nous dire vos efforts de communication, coordination, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Nous voudrions savoir des gens, comment est-ce que nous aimerions beaucoup savoir de vos expériences. Donc, si quelqu'un voudrait, s'il vous plaît, contribuer. Communication et coordination. Donc, s'il vous plaît, allez-y, nous voudrions beaucoup entendre de vos expériences. Donc, si tout le monde est très timide, donc je vais retourner à mon panel et donc je vais demander donc pour les conversations que nous avons eues donc auparavant et tout au long des conversations que nous avons eues tous ensemble, s'il y a 1, 2, 3 choses du dialogue d'aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais peut-être, est-ce que nous pourrions repartir? Qu'est-ce qui serait en termes de 1, 2, 3? Qu'est-ce que ce seraient les points les plus importants à retenir pour aujourd'hui? Je crois que premièrement, ce serait donc nous devons
agir dans un environnement très complexe et dynamique et je crois que la flexibilité est nécessaire de la part des donateurs et donc il nous faut beaucoup de flexibilité de la part de nos partenaires pour s'adapter au contexte et se concentrer sur les résultats et aussi pouvoir manœuvrer à travers toutes les voies, vitesse, coordination, ressources. Les ressources sont vraiment réduites, donc tout ce contexte est là. Et donc, nous avons il faut avoir des preuves sur nos analyses et donc il nous faut renforcer la qualité des programmes et aussi faire en sorte que nos programmes soient plus efficaces. Je crois que c'est crucial. Nous savons tous que les données, l'analyse, ce n'est pas seulement utilisé pour les activités existantes, mais ça va nous aider pour la planification future. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans parce que ça va vraiment nous aider pour améliorer les résultats et les progrès que nous faisons sur le terrain. Coordination, communication, bon, c'est vraiment un rôle crucial. Il n'y a plus de son. Donc, nos discussions. Oui, pendant quelques secondes, nous avons perdu ton dernier point, coordination et communication. Je dis que communication et coordination sont vraiment cruciaux, en particulier dans ce contexte fluide ou dans lequel nous opérons. Et donc, c'est vraiment crucial dans tous les aspects. Donc, il faut que nous puissions investir là-dedans. Coordination, communication, on ne peut pas mieux communiquer sans effectuer d'investissement dans ce domaine. C'est un des piliers de toutes nos opérations. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Merci. Donc, Gwen, maintenant, nous allons poursuivre la discussion. Oui, d'après toute notre expérience, il semble que nous sommes tous d'accord que donc une cartographie de tous les acteurs, ce serait une bonne façon de paver la voie pour améliorer la coordination. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, ce serait très bien, c'est l'aspect il doit être aussi granulaire que possible. Nous devons faire participer les gouvernements et les acteurs locaux dans tous les processus. À vous donc. Merci. Je vais essayer d'aller rapidement. Je pense que nous avons besoin d'analyser basiquement. Parfois, nous n'avons pas réussi. Donc, nous devons commencer. Nous ne pouvons pas continuer à travailler comme dans le passé. Donc, nous avons besoin tous de changer une chose ou deux. La façon dont nous faisons nos opérations, la façon dont nous effectuons les financements. Il y a de grandes étapes de changement dans nos esprits et dans notre façon de travailler. Ça veut dire qu'à certains niveaux, il faut que nous puissions sortir de notre zone de confort et travailler différemment. La deuxième chose pour moi, c'est d'avoir tout le monde autour de la table. Donc, ça, c'est vraiment la pierre angulaire pour pouvoir faire tout. C'est très important et pour de nombreuses raisons, mais aussi quand on demande à tout le monde autour de la table, c'est temps de pouvoir un peu équilibrer les pouvoirs existants. Et je crois que les donateurs autour de la table vont aider à ce que la partie gouvernementale, donc ce n'est pas c'est une chose différente, et la partie gouvernementale, il faut qu'ils puissent suivre le calendrier des donateurs et des pays. Donc, chacun doit équilibrer, contrebalancer le pouvoir et les prises de décision. Il faut trouver un équilibre. Mais je pense que c'est important. Comment est-ce que nous allons institutionnaliser les accomplissements dans chaque étape au sein de notre propre organisation pour nous assurer que dans 2 mois, les nouvelles personnes qui vont venir ne vont pas poser des questions et recommencer là où nous nous trouvions il y a 2 ans. C'est vraiment très important. Ce que nous devons accomplir, c'est d'être sûr que nous donnions les outils nécessaires, que nous puissions
vraiment renforcer l'institutionnalisation de notre organisation et à obtenir les résultats désirés. Donc, j'ai parlé de la coordination, comme j'en ai parlé avec Gwen. Pour moi, il faut que ce soit, il y ait plus une coordination plus responsable et sachant que la coordination, c'est vraiment ce sont donc des talents donc plus personnels. C'est très important d'avoir la bonne personne à la bonne place pour les aider à pouvoir développer ces ces relations interpersonnelles et c'est les genres de personnes qui peuvent tout changer dans la coordination. Et donc, désolée d'avoir pris plus de temps. Non, c'est très bien. Donc, pour résumer, je crois que tout ce qui a été dit, nous avons parlé de la flexibilité de la part de tous les donateurs, de tous les acteurs. Nous avons besoin de faire des processus efficaces, la coordination, la communication. Donc, il faut de la fluidité, de contexte. Donc, et je crois que nous devons nous engager. Il faut faire une cartographie plus active pour avoir une coordination plus active. Il faut faire participer les acteurs gouvernementaux et locaux à toutes les étapes. Donc, il y a des choses, nous devons changer la façon dont nous travaillons, dont nous avons la collaboration. Tout le monde doit être autour de la table. Nous parlons de l'inclusion. Et donc, je crois que nous avons des défis à relever qui sont constants. Et comment donc travailler au sein de notre organisation, nous devons être plus responsables. Donc, il faut que nous puissions développer, récompenser les talents interpersonnels. Et donc, c'est très important cet aspect humain pour pouvoir répondre aux différents besoins des personnes, aussi bien que des organisations. Donc, en termes donc, c'est vraiment pouvoir renforcer. Nous devons être délibérés à propos de la coopération et collaboration. Et donc, il faut savoir nuancer. Et donc, nous devons savoir, il faut savoir passer d'un contexte à l'autre. Il faut que nous puissions commencer, donc, surtout dans le nexus. Il faut que nous prêtions une attention particulière, d'être toujours culturellement appropriés. Donc, il faut que nous sachions parler la langue et communiquer effectivement au niveau de la communauté locale. Donc, je voudrais simplement remercier Gwen, Nathaniel, notre panel, c'est vraiment un très grand investissement. Nous apprécions que vous ayez partagé votre temps avec nous, que vous ayez dirigé ces conversations et que vous nous ayez fait part de votre expertise. Nous espérons bientôt pouvoir entendre donc vos actions dans les années à venir et je voudrais vous remercier tous. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. Donc, Eric, donc excellent. Merci à tous. Donc, ouais, Nathaniel, donc j'apprécie beaucoup votre participation à ces sessions et je voudrais, Georgia, te remercier beaucoup pour la façon dont tu as su guider les conversations. Et donc, nous avons presque terminé, mais avant que les gens ne partent, j'aimerais savoir sur une autre session, de façon à ce que nous puissions approuver nos événements futurs. Dans le chat, vous allez voir, donc il y a un petit sondage, ça vous prend moins de 2 minutes pour le remplir. Et donc, nous espérons avoir vos idées de façon à pouvoir utiliser vos données pour pouvoir améliorer nos travaux futurs. Si vous n'êtes pas encore enregistré, s'il vous plaît, enregistrez-vous pour notre deuxième session demain dans la coordination de la communication. Donc, nous allons pouvoir apprendre des mécanismes piliers. Et donc, nous allons avoir le bureau d'assistance humanitaire qui va donc être le modérateur de notre session. Quels sont les mécanismes piliers? Comment nous allons nous concentrer sur les activités de résilience en Afrique de l'Ouest et comment nous allons aider la communication dans les activités et donc comment nous allons pouvoir appuyer. Donc, regardez comment vous pouvez rejoindre les conversations dans le même lien que vous avez partagé dans le chat et vous pouvez trouver donc les événements à venir pour ce mois dans ces séries
partage des connaissances, Knowledge Sharing Series, pour voir donc les différents développements à venir. Donc, ce sujet est vraiment particulièrement intéressant parce qu'il y a plusieurs questions dans le chat à ce sujet. Et donc, j'espère que vous avez pu donc trouver ce que vous cherchiez. Merci à tous pour nous avoir rejoints. Donc, nous gardons la réunion Zoom ouverte de façon à ce que vous puissiez éventuellement remplir le sondage dans le chat. Merci de nous avoir rejoints. Nous espérons vous revoir demain. Au revoir à tous. Thank you all. Take care. Thanks. Merci à tous.